Et la deuxième partie va porter sur impérialisme états-unien et attaque du Venezuela, conséquences et résistance en Amérique latine et dans le monde. Donc nos amis invités vont tenir compte un petit peu de ces éléments-là pour compléter si nécessaire. Et alors Leïla, qui doit nous quitter, souhaite intervenir avant de donner la parole à nos invités pour compléter un petit peu son propos tout à l'heure. Oui, ben d'abord, je regrette parce qu'il y a effectivement cette histoire de TER. Je suis contrainte de partir pour espérer arriver à plus ou moins dans des horaires un peu corrects chez moi. La raison de mon intervention ce matin n'était pas certainement, je suis très très attachée aux différents pays dont je dépends, il n'en connaît qu'un seul, il ne les connaît pas tous. Et c'est pas par rapport à cet attachement. Il nous faut mettre l'impérialisme là où il agit, partout où il agit. Il faut le pointer et ne pas effectivement leur permettre de le limiter. Là, c'est l'Amérique latine, c'est l'Amérique centrale, ce sont les peuples du Moyen-Orient, c'est la question religieuse entre les Arabes musulmans et les Juifs. Non. C'est là où nous trouvons notre force. Et donc cette force, elle se trouve dans une idéologie. Aujourd'hui, Macron nous parle d'impérialisme. Tout le monde nous parle d'impérialisme. On doute, on dit, est-ce que la Chine ne serait pas impérialiste? Est-ce que l'Iran n'est pas impérialiste? Tout le monde devient impérialiste. Moi, communiste, du moins pour nous communistes, nous avons une définition. Donc, par rapport à cet impérialisme, aujourd'hui, dominant, sanguinaire, qui opprime, qui supprime, qui massacre des peuples, oui, il y a nécessité et urgence à se rassembler. Se rassembler autour de quoi? Que pouvons-nous faire d'ici? Se rassembler autour de notions qui a perdu de son sens et qui a un peu perdu de ses couleurs, qui est celui de la paix. Pas seulement de la paix dans le sens, je dirais, pacifiste, non, de la paix politique, la paix avec son contenu. C'est à travers, effectivement, des propositions, des contenus mobilisateurs tels que celui de la paix, qu'on arrivera et il nous faudra travailler pour pouvoir mobiliser. Je terminerai là-dessus. En 1949, si je ne me trompe, George Orwell publié, terminé, 1984. Sa cible, c'était effectivement le grand frère, là, c'était la cible et la novlangue, c'était l'Union soviétique. L'OTAN se formait à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, regardons cette novlangue. Regardons ce qui nous parle de frappes humanitaires, de frappes chirurgicaux. Il ne faut pas être, il y a des jeunes parmi nous, peut-être on nous dit on est parmi des vieux, on est des anciens. Prenons seulement ce début vers la fin du XXe siècle et le début de ce siècle. Des États. Le grand seigneur. États-Unis en tête, en grand seigneur. Et aujourd'hui, il agit en grand seigneur. Et ses vassaux tout petits essayent de se débrouiller là-dedans. Mais quand il y a eu les attaques de l'OTAN sur la Yougoslavie, quand il y a eu les attaques sur la Libye, quand il y a eu les attaques sur l'Irak, la France, notre pays, était aussi, alors l'Irak 2003 non, mais la Libye oui. La Libye oui. Et bien avant que l'ONU ait donné son accord. Parce que les préparations se sont faites quelques semaines bien avant, je pense que c'est le 19 ou le 20 mars. Donc, à nous de reposer collectivement, ces questions sur la table et comprendre quand on nous parle des islamistes qui sont des monstres parce qu'ils sont musulmans. Quand on nous parle, c'est comme, vous savez, on peut retrouver chez Renan. On peut retrouver la France, malheureusement, dans son histoire coloniale, elle n'est pas pauvre. Elle n'est pas pauvre. Ce qu'on entend, les animaux dont on nous parle, Galland nous parle au niveau de la Palestine,
dans ce pays qui a des Robespierre, on les a utilisés. Donc, le subalterne, l'arabe, on est dans des considérations et dans des classifications et de race et de classe. Donc, à nous de nous donner les moyens. Alors, nous vous inviterons très prochainement, au niveau du Parti communiste, à nous retrouver autour de ce thème central qui est celui de la paix. Voilà, et je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Merci Léla. Bien, nous poursuivons nos travaux, et donc je passe la parole à Gloria, qui est une des animatrices de France-Amérique latine Gironde, et que nous remercions d'avoir accepté de participer à cette initiative. Ah, non, ça marche tout seul. Vas-y, toi. Donc merci à Espace Marx et à tous les participants de ces tables rondes. Je vais repartir de l'armada dont parlait Maurice tout à l'heure dans la Caraïbe. Et donc, si cette armada des États-Unis avait été uniquement pour enlever le narcotrafiquant que serait Maduro, elle serait repartie et serait rentrée chez elle. Or, ce n'est pas le cas. L'armada des États-Unis est toujours dans la Caraïbe. Ils ont annoncé qu'ils y resteraient jusqu'en 2028. Et donc, il faut bien comprendre que le Venezuela, ce n'est qu'une étape ou qu'une tête de pont du projet états-unien, de ce qu'on pourrait appeler peut-être le changement de politique des États-Unis envers l'Amérique latine, ou en tout cas la continuité d'une autre façon. Donc, il suffit de revenir aux paroles à l'investiture de Trump le 20 janvier, où il dit qu'il veut faire revenir l'Amérique à une espèce d'âge d'or, une America First, l'Amérique d'abord. Et donc il se propose de, 1, contrôler l'immigration, avec une urgence nationale à la frontière sud, réindustrialiser le pays, ça, comme on le voit, c'est pas aussi facile qu'il ne l'a annoncé, évincer la Chine de l'Amérique latine. Il faut dire que la plupart des pays latino-américains ont comme premier partenaire commercial la Chine. Donc là, il y a un danger pour les États-Unis. Et en fait, son objectif, c'est de, je cite, transformer la région en chasse gardée géoéconomique et migratoire, comme un prolongement direct de sa frontière sud, et en faire une vitrine de sa puissance industrielle. Ça, c'était le vœu pieux de Trump. On verra ce qu'il en est. Il déclare « L'Amérique redeviendra un pays manufacturier et nous possédons quelque chose qu'aucun autre pays manufacturier n'aura jamais, guillemets, la plus grande quantité de pétrole et de gaz de tous les pays du monde. » Donc il parle du pétrole vénézuélien, guyanais et brésilien, mais en tout cas, ce n'est pas le pétrole des États-Unis. Et nous allons nous en servir, dit-il. Ensuite, sur la question du canal de Panama, il dit « C'est la Chine qui gère le canal de Panama. Nous ne l'avons pas donné à la Chine, nous l'avons donné au Panama et nous le reprenons. » D'où tout l'épisode où il a menacé d'intervenir au Panama. Et enfin, il termine en disant, autre déclaration, « Comme en 2017, nous construirons à nouveau l'armée la plus puissante que le monde ait jamais connue. » Donc, pour arriver à ses fins, il va se servir de l'armée. Et donc, je vais passer un petit peu en revue à partir de cette doctrine d'Onro, puisque, comme une espèce de clin d'œil ou de référence au corollaire Roosevelt en 1904, lui, il va faire un espèce de corollaire à cette doctrine et il va appeler ça le Donro. Donc, à l'occasion, le 2 décembre 2025, de la publication de la stratégie de sécurité nationale, il explique que les États-Unis veilleront à ce que les gouvernements de la région soient suffisamment stables et bien gouvernés pour prévenir et décourager les migrations massives vers les États-Unis. On verra que les États-Unis vont intervenir, sont intervenus récemment et vont intervenir très certainement dans les élections en Colombie, ils sont intervenus dans les élections en Honduras, et ça ne va pas être les derniers. Et il poursuit en disant « Et ils refuseront aux concurrents non hémisphériques la possibilité de positionner des forces ou d'autres capacités menaçantes ou de posséder ou de contrôler des actifs stratégiques. » Et là, bien sûr, on pense tout de suite à la Chine, avec la construction du port de Shanghai au Pérou, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, le principal ennemi ici, c'est la Chine, une Chine qui, en plus, achète le pétrole vénézuélien. Donc, on est bien, la boucle, elle est bouclée.
Donc, l'objectif des États-Unis, ça va être d'interdire toute entreprise étrangère, entre guillemets, de construire des infrastructures, des routes, des autoroutes, voilà. Donc, d'une certaine façon, d'empêcher une intégration latino-américaine. Alors, je vais continuer en voyant un petit peu, pour parler, puisqu'on m'a demandé de parler des conséquences de cette nouvelle stratégie des États-Unis, ou en tout cas de cette nouvelle facette, de parler un peu des conséquences sur les pays latino-américains. Je ne vais pas parler de tous les pays latino-américains, mais à partir des différentes tournées de Marco Rubio en 2025, qui a été très actif, il a beaucoup voyagé, hein. Son empreinte carbone, elle n'est pas bonne à ce Narco Rubio, comme l'appellent certains, puisque, je dis pourquoi Narco Rubio, parce que sa famille a fait fortune aux États-Unis, c'est un cubano-américain, c'est un personnage très anti-cubain, vous en doutez, très anti-nicaraguayen, très anti-vénézuélien, très anti tout ce qui a quelque chose à voir avec la gauche ou avec des gouvernements populaires. Sa famille a fait fortune à Miami dans les années 60. Ils avaient quitté Cuba, bien sûr, au moment de la révolution cubaine, et ils ont fait fortune, devinez dans quoi? Dans le trafic de drogue et dans le blanchiment d'argent. Donc voilà, le personnage, il est campé, on sait où sont ses intérêts. Et donc, la première tournée que fait Marco Rubio en Amérique centrale, il commence par l'Amérique centrale et il va commencer par des États qui sont des espèces des États vassaux qui n'ont aucune souveraineté, qui sont vraiment aux ordres des États-Unis. Il va débarrer donc en Amérique centrale début février et il visite des pays qui sont historiquement des alliés des États-Unis. Il va essayer de les presser davantage, je ne sais pas ce qu'il y avait plus à presser, mais en tout cas, et il déclare « La région est désormais une priorité pour les États-Unis ». On l'avait compris. Au Panama, les USA, les États-Unis vont invoquer la violation, une soi-disant violation du traité concernant la neutralité permanente du canal du fait de la présence de la Chine. Mais au Panama, jusqu'à ce jour, il n'y a pas de troupes chinoises, que je sache. Il y a une présence commerciale sur le canal de Panama, mais il n'y a pas de troupes chinoises. Mais il considère que c'est une violation de la neutralité. Et donc, Marco Rubio dit « Les USA prendront des mesures s'il n'y a pas de changement immédiat quant à la question du contrôle du canal par la Chine communiste. » Alors, le Panama, c'est un pays qui, le premier, avait intégré la route de la soie. Eh bien, avant même que Narco Rubio n'arrive au Panama, le président Mulino a résilié son contrat avec la route de la soie et avec la Chine. Voilà un petit peu. Le canal de Panama, vous vous en doutez, c'est un carrefour commercial très important pour le commerce mondial. Il y a 5% du commerce mondial qui passe par là, et notamment des bateaux qui passent par ce canal de Panama, c'est surtout la Chine et les États-Unis. Donc, les États-Unis sont très intéressés par ce canal de Panama. La convention du canal est renouvelée tous les 3 ans et elle arrive à expiration en 2026, d'où la volonté des États-Unis de reprendre la main de façon beaucoup plus musclée. Donc, José Raúl Mulino, le président, décide de quitter la nouvelle route de la soie. Ils y avaient adhéré en 2017 quand même. Jusque-là, les États-Unis n'avaient rien dit. Je vais passer en revue quelques pays d'Amérique centrale où Marco Rubio fait une escale. Le Salvador. Bon, le Salvador, eh bien, c'est Bukele avec ses prisons, une prison qu'il construit pour accueillir tous les migrants expulsés des États-Unis. Le Costa Rica, il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est toujours sous influence et sous contrôle états-unien. Et au Guatemala, le président Bernardo Arévalo, qui est, on va dire, quelqu'un de centre-droit, hein, c'est vraiment pas quelqu'un de... On ne peut pas dire que ce soit quelqu'un de gauche, quand même, si tant est que le mot gauche veut encore dire quelque chose aujourd'hui, eh bien, il va accepter de recevoir 40% en plus d'avions de migrants guatémaltèques ou d'autres nationalités. Et enfin, en République dominicaine, Luis Abinader, dont c'est le 2e mandat, ils vont lui accorder un prêt de 40,7 millions de dollars. On sait ce que ça veut dire lorsque les États-Unis font des prêts. C'est jamais gratuit, bien sûr. Simplement pour aider la police à lutter contre les gangs et contrôler la migration avec la construction du mur entre la République dominicaine et Haïti. Voilà.
Et enfin, eh bien, en échange, la République dominicaine va autoriser les avions et les hélicoptères militaires états-uniens à décoller depuis leur base. Donc, il commence à poser ses pions. Et on voit bien qu'il y a un renforcement de la présence armée, militaire des États-Unis en Amérique latine. Enfin, je vais aborder une question, les négociations commerciales, puisque les États-Unis veulent contrecarrer la présence de la Chine en Amérique latine. Ils vont commencer à renégocier des traités commerciaux, ils vont faire des prêts, ils vont menacer, ils vont se servir de la corruption et des fraudes électorales. Donc, quel est l'objectif ? Piller les ressources naturelles, vendre les produits agricoles états-uniens et rester au premier rang. La plupart des pays latino-américains ont comme partenaire commercial la Chine, je vous le disais, mais ils n'ont pas d'autre option parce que les États-Unis les menacent et leur disent « vous ne pouvez plus commercer avec la Chine » ou « vous devez réduire vos échanges commerciaux avec la Chine ». Mais ils ne leur disent pas « on a une autre solution pour vos produits, pour les échanges commerciaux ». Non, c'est ça et rien de plus. Donc là, on va voir, je pense dans les années qui viennent, on va peut-être voir des résistances et peut-être même des conflits parce qu'on a un entrepreneuriat latino-américain, notamment dans certains pays comme le Chili par exemple, ou l'Argentine, où eh bien, les entreprises, elles vont avoir du manque à gagner. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. On va voir, je vais prendre quelques pays phares pour comprendre un petit peu comment les États-Unis vont essayer de mettre en place leurs objectifs de 1. Contrôler l'immigration, 2. Récupérer le commerce, et 3. Évincer la Chine. Et avoir une présence militaire pour changer les gouvernements, comme ils disent, pour avoir des gouvernements qui soient favorables à leur dictat. Donc je vais commencer par le Pérou. Bon, le Pérou, c'est un État... il y a beaucoup de choses à en dire. Première chose, il y a une privatisation de Petro-Pérou en novembre, avec une recapitalisation de Petro-Pérou, qui traverse une crise financière énorme. Et donc, il va y avoir une injection de 5,3 milliards de dollars entre 2022 et 2024. Et on ouvre Petro-Pérou aux investisseurs étrangers, principalement aux États-Unis. Il faut dire que le Pérou, depuis 2023, on peut dire qu'il est sous occupation militaire états-unienne. Il ne faut pas avoir peur des mots, puisque plusieurs milliers, je dis bien plusieurs, en plus des bases militaires qui se trouvent au Pérou, plusieurs milliers de militaires états-uniens se déplacent dans tout le pays avec une impunité totale, une immunité et une impunité totale, et que le Pérou vient de changer son arsenal militaire, qui était avant russe. Pourquoi il était russe ? Parce que au moment, à l'époque où il y avait des conflits entre le Chili et le Pérou, le président péruvien, les Chiliens avaient un arsenal militaire états-unien, et donc le président péruvien s'était dit c'est pas une bonne idée si on a les mêmes arsenals militaires, parce que les États-Unis donneront toujours la priorité au Chili et pas à nous. Donc ils avaient acheté du matériel russe. Là, on revient à des achats, je dirais, de l'OTAN, avec l'achat de sous-marins coréens, des armes israéliennes, des armes et des avions des États-Unis, ou suédois ou français, on ne sait pas encore. On va voir qui c'est qui va remporter le marché. Il y a 24 avions qui sont en lice. Alors, les Péruviens, dont le premier partenaire commercial est la Chine, au Pérou, donc, il y a la construction du port de Shanghai, qui devait devenir un hub portuaire pour l'Amérique du Sud, puisque tous les bateaux qui partent vers l'Asie devaient passer soit par Manzanillo au Mexique, soit par un port des États-Unis. C'est-à-dire qu'il fallait acheminer tout ça, soit au Mexique, soit aux États-Unis, pour après traverser, aller vers l'Asie. Or là, le port de Shanghai, qui est à 80 km de Lima, eh bien, ça allait être un hub portuaire qui allait permettre à toutes les marchandises du Chili, de la Colombie, mais même de la partie ouest du Brésil, de pouvoir gagner 10 jours de traversée et réduire les coûts de façon très significative. De plus, ça allait permettre quoi ? Eh bien, la construction d'autoroutes, la construction de routes. Voilà, ça allait faire
un développement et d'une certaine façon une intégration latino-américaine. Donc toutes ces marchandises qui passaient par la côte pacifique, elles pourraient aller directement vers l'Asie. Les USA et le Pérou signent un accord qui donne la base militaire de Lima, c'est-à-dire la plus grosse base militaire du Pérou. Elle est maintenant sous contrôle états-unien et avec une permanence des États-Unis pendant 10 ans. La base militaire de Lima, elle est juste à côté du plus grand port du Pérou qui est El Callao et à 80 km de Shanghai, donc ce qui allait être l'hub portuaire pour l'Amérique du Sud. On voit que le Pérou, 40% du pays est donné en concession aux entreprises étrangères, notamment des États-Unis. Et en plein dans l'application de la doctrine de sécurité nationale, les États-Unis essaient de contrecarrer des actifs stratégiques aux mains d'entreprises non hémisphériques. L'entreprise états-unienne de gaz EIG rachète 49,87% des actions de l'entreprise péruvienne, qui s'appelle Transportadora de Gas, donc qui contrôle les champs de gaz et les oléoducs, qui acheminait le gaz par oléoduc pour après être transporté. Elle assure 40% de l'électricité du Pérou. Et donc là, elle fait concurrence à la Chine, qui produit et fournit l'électricité de Lima, et ça représente, c'est une entreprise chinoise qui produit et qui fournit l'électricité dans tout Lima. Et donc, cette électricité, elle est fabriquée à partir du gaz. Donc, vous avez compris, l'électricité que produisent les Chinois est fabriquée à partir du gaz, mais les États-Unis, maintenant, contrôlent le gaz péruvien. Donc, on bloque la Chine. Passons un peu à l'Argentine, maintenant, un autre pays, on va dire, qui est complètement sous la coupe des États-Unis. Les accords commerciaux que viennent de signer l'Argentine et les États-Unis sont réellement une reddition totale, avec démantèlement total de l'État, plus de subventions à l'agro-industrie et à l'élevage, qui est quand même une des ressources premières de l'Argentine. Et par contre, l'Argentine doit laisser l'entrée de produits subventionnés des USA, dont des produits agricoles et de la viande. C'est-à-dire que les Argentins, pour faire leur asado dominical du dimanche, qui est sacré, ils ne vont plus manger de la bonne viande élevée dans la pampa argentine, ils vont manger de la viande OGM et antibiotique des États-Unis. Voilà ce qui va se passer. Pour arriver à tout ça, les États-Unis font un prêt de 20 milliards à l'Argentine, et pour faire réélire Milei, eh bien, Trump menace au moment des élections, il dit il n'y aura pas de prêt si ce n'est pas Milei qui est réélu. Total, il a été réélu. Mais ça ne s'arrête pas là. Les États-Unis vont contrôler le port d'Ushuaia, qui est un port stratégique, il est tout à fait au sud de l'Argentine. On est face au détroit de Magellan. Il fait un lien entre le Pacifique et l'Atlantique, et on est à 1000 km de l'Antarctique, ce qu'on appelle le continent blanc, qui intéresse grandement les États-Unis du fait des ressources naturelles qu'il y a sous la glace. Je passe au Honduras. Au Honduras, on se souvient, les États-Unis interviennent dans les élections de nombreux pays d'Amérique latine. On se souvient de l'élection complètement controversée en Équateur. Et bien là, en Honduras, on a 3 candidats qui se présentaient. Un candidat qui était la continuité du gouvernement national populaire de Xiomara Castro, du Parti libre, un candidat social-libéral, on va dire, et puis un candidat nettement néocolonial et libéral. Juste avant les élections, Trump dit que son candidat, c'était Tito Asula, vous avez deviné lequel, le néocolonial et libéral. Et les Honduriens qui vivent aux États-Unis reçoivent une notification chez eux qui stipule que si Azula n'est pas gagnant des élections, ils ne pourront plus envoyer d'argent au pays. C'est-à-dire ce que l'on appelle les remessas, cet argent qui est envoyé par les travailleurs des États-Unis, mais pas que des États-Unis, par les latino-américains qui vivent partout dans le monde et qui envoient une aide à la famille, eh bien, les États-Unis interdiront cet envoi d'argent. On avait eu la même chose en 2005 au Salvador, où on avait un candidat ex-guerrillero
du Front Farabundo Martí de Libération Nationale, qui se présente aux élections avec une intention de vote de 65%, même menace, mêmes effets, il n'a pas été élu. Je vais revenir un petit peu sur la Bolivie, parler un petit peu de la Bolivie. Donc, mais peut-être avec peut-être pour enchaîner sur la deuxième partie, qui est un petit peu voir s'il y a des résistances en Amérique latine. En Bolivie, on a un président qui s'appelle Rodrigo Paz, mais on a surtout un vice-président qui est Edman Lara, qui était capitaine de police à El Alto et qui a une assise populaire et qui, d'une certaine façon, allait faire de l'ombre au président. Le président Rodrigo Paz l'évince totalement, et à partir de là, le gouvernement de Bolivie va s'aligner totalement sur les États-Unis, avec notamment une réforme. Il commence à démanteler l'État, à réformer une loi qui était une aide sur le pétrole et sur l'essence pour les camionneurs. Mais là, les syndicats boliviens se mettent en grève. Il y a plusieurs grèves, plusieurs mouvements sociaux, et à ce jour, la réforme, elle est stoppée. Alors, la Bolivie, c'est un pays qui suivra de près, justement, dans cette offensive des États-Unis, puisque la Bolivie, avec ce qu'on appelle le triangle du lithium entre Chili, Argentine et Bolivie, la Bolivie détient 50% des réserves mondiales de lithium. Des réserves de lithium qu'elle allait exploiter et mettre en exploitation avec l'aide de l'Europe et aussi des Chinois. Donc, à suivre. Et je parle maintenant un petit peu, et je regarde parce que je parle plus que Maurice. Alors ça commence à m'inquiéter si je parle plus que toi. Les résistances, voilà. On me demandait de parler un petit peu des résistances. Quelles sont les résistances face à cette attaque Alors le Brésil, Trump a bien essayé de pressionner et de menacer le Brésil. Et donc au début, il a mis des droits de douane à 25%, notamment sur le café. Mais le problème du Brésil, c'est que le Brésil, c'est une économie quand même très puissante et qui a un rôle dans les BRICS. Donc c'est une espèce de mastodonte. Donc entre le Brésil et le Mexique, ce sont les deux épines dans le pied un petit peu de Trump en ce moment. Et donc il y a une espèce d'embargo sur le café brésilien. Les caféculteurs brésiliens ne se prennent pas la tête, ils vendent leur café aux Chinois. Et donc là, tout de suite, Trump rétropédale et enlève. Et fin de jeu, il n'y a plus de droits de douane complètement improbables. La Bolivie, il faudra suivre parce que très certainement que c'est là qu'il va y avoir une résistance, et une résistance non seulement des syndicats, mais surtout de la population qui, on le sait, on se souvient de la guerre de l'eau, on se souvient de la guerre du gaz, on se souvient ensuite de El Alto. Et donc les populations boliviennes sont très, très combatives, organisées, et voilà. Alors je vais revenir sur une tournée qu'a fait Marco Rubio au Mexique et en Équateur. Pourquoi au Mexique? Parce que pour parler un petit peu aussi des résistances, puisque le Mexique, c'est sans doute le pays qui fait le plus peur aux États-Unis. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ont une frontière quand même qui est très grande, avec plusieurs milliers de kilomètres avec les États-Unis, même s'ils ont mis des murs et s'ils ont mis plein de systèmes de surveillance. Mais c'est surtout parce que l'économie et la production industrielle états-unienne est complètement imbriquée dans l'économie et la production mexicaine. C'est-à-dire que vous avez des usines au Mexique qui fabriquent des pièces qui sont montées, notamment dans l'industrie automobile, mais aussi dans tout ce qui est électronique, dans divers secteurs, qui sont montées de l'autre côté de la frontière aux États-Unis. Donc c'est très difficile de s'attaquer à l'économie mexicaine sans se tirer une balle dans le pied, même dans les deux pieds. Donc le Mexique, c'est un pays dont 80% de la production est vendue aux États-Unis. Et donc cette guerre déclarée, elle est un petit peu complexe à mettre en place. Donc en fait, ce qu'essaient de faire les États-Unis à minima, c'est d'éviter que les produits qui arrivent de Chine et qui passent par le Mexique ne soient réétiquetés et vendus aux États-Unis. Donc ils se focalisent là-dessus pour essayer d'empêcher cette petite manœuvre. Et
ce qu'il faut dire du Mexique dans, je dirais, dans cette résistance, c'est que le Mexique est un des seuls pays qui a déclaré et demandé à ce que le Venezuela soit respecté, qu'on respecte sa souveraineté, que les États-Unis partent du Venezuela et que la flotte parte de la Caraïbe, et que Maduro et que sa compagne soient ramenés au Venezuela. Et Claudia Sheinbaum, elle n'a jamais failli sur ces déclarations. On n'est pas dans les atermoiements et dans les un coup j'avance et deux coups je recule de Petro ou de Lula, pour être sympathique avec eux. Et donc, en fait, le Mexique défie les États-Unis, il envoie de l'aide humanitaire à Cuba, il continue de négocier pour pouvoir envoyer du pétrole à Cuba, c'est en négociation, et à ce jour, il n'a pas été sanctionné par les États-Unis. Et bien que M. Trump avait récemment signé un décret stipulant que tout pays qui acheminé du pétrole vers Cuba serait frappé de droits de douane. Il avait dit « il n'y aura plus de pétrole ni d'argent pour Cuba, zéro ». Eh bien, ça, c'est pas encore gagné. Enfin, il y a un autre élément qui pourrait être intéressant dans la résistance à cette embestida, je cherche le mot en français, cette attaque des États-Unis sur l'Amérique latine, c'est une coopération renforcée entre le Brésil et le Mexique, qui a commencé à s'aborder. Enfin, les discussions ont eu lieu lorsque Lula est allé à l'investiture de Claudia Sheinbaum. Il a discuté avec AMLO, avec le président sortant, et avec Claudia Sheinbaum, et tout d'un coup, ils ont décidé de renforcer les liens entre eux et de renforcer les coopérations. Or, le Mexique et le Brésil sont les deux gros mastodontes économiques, politiques et aussi du point de vue de la population en Amérique latine. Les États-Unis, le Mexique, historiquement, sont tout le temps tournés vers les États-Unis, et voilà, du fait de l'histoire. Et le Brésil, à vrai dire, le Brésil n'a jamais regardé vers le sud, il a toujours regardé vers le nord. Or là, il y a un changement d'attitude qui est intéressant, parce que le Brésil, tout comme le Mexique, se sont rendus compte que les États-Unis n'étaient pas du tout fiables comme partenaires commerciaux ni comme partenaires tout court. Et donc, ils se sont dit, bon, il faut peut-être que l'on regarde un petit peu. Et donc, là, le Brésil et le Mexique viennent de signer d'importants accords commerciaux dans le secteur automobile. Là, c'est pour le Mexique. Dans l'agriculture, pour le Brésil, qui a beaucoup de produits agricoles à exporter. Dans la production de biocombustibles, toujours le Brésil. Et ils ont aussi signé des accords très importants sur du pétrole offshore, parce que tous les deux, ils ont du pétrole offshore. Donc là, on peut penser qu'on va avoir une espèce de reprise d'intégration latino-américaine. On parlait tout à l'heure d'une façon de résister, c'était l'intégration latino-américaine. Et Maurice disait, les seuls qui peuvent défendre l'Amérique latine, c'est les latino-américains, et c'est l'unité latino-américaine. C'est ce qu'avait essayé de mettre en place d'abord Chavez, Fidel Castro, et après Correa, et après Evo Morales, avec la création de l'ALBA, avec la création de la CELAC, même avec UNASUR. Donc cette intégration latino-américaine, qui incluait même une banque latino-américaine qui pourrait faire des prêts, et donc faire la concurrence à la BID et au FMI, etc., eh bien là, peut-être que, du fait de l'arrogance des États-Unis et de leur violence envers l'Amérique latine, peut-être qu'on va arriver, de par l'économie, etc., à revenir à une forme d'intégration latino-américaine. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire, et je crois que je m'arrête là. Non. On m'avait demandé de parler aussi des projets que nous avons, nous, France-Amérique latine, en Amérique latine. Donc, France-Amérique latine, on a des projets de développement en Amérique latine depuis 2010, à peu près, 2010. On a des projets à Cuba, au Venezuela, en Colombie. Pendant très longtemps, on a eu 2 projets, un en Colombie, un à Cuba. Les projets sur la Colombie, c'était au moment où on n'était pas encore arrivé aux accords de paix. Nos projets sur la Colombie étaient des projets très nettement politiques, où on accompagnait des communautés qui avaient été déplacées par les paramilitaires, déplacées par la guérilla, déplacées par l'armée. Voilà.
Et on a toujours réussi à faire financer ces projets, il faut le dire, par la région Nouvelle-Aquitaine. Or, c'était des projets, si vous lisez les projets qu'on avait, c'est des projets qui étaient nettement politiques, d'accompagnement des communautés, mais voilà. À Cuba et au Venezuela, eh bien, à Cuba, on a des projets à Cuba depuis 2009-2010, autour de questions d'agroécologie, de permaculture, de souveraineté alimentaire, d'écotourisme. Actuellement, on a un projet de protection du littoral sur la baie des Cochons, la péninsule de Zapata, qui est un lieu assez particulier dans la Caraïbe. Ces projets sont financés par la région, par Adour-Garonne lorsqu'on travaille sur l'eau, par Bordeaux Métropole. En ce moment, on a un projet à Cuba financé par Bordeaux Métropole sur des énergies renouvelables et de la mobilité renouvelable également. Donc ça depuis 2010. Et au Venezuela, ça peut paraître surprenant, mais depuis de 2016 à l'an dernier, on a eu un projet au Venezuela, d'abord à Barquisimeto, dans l'état de Lara, autour de la construction d'une école d'agroécologie pour tous les paysans de l'état de Lara, qui est un état de grande production agricole, notamment de maïs, etc. Et Maurice parlait tout à l'heure des guarimbas en 2017-2018. Nous, on est allés au Venezuela en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024. On y va tous les ans, sans problème, avec des groupes. On y amène des groupes. On n'y va pas tout seul, nous, France-Amérique latine. On amène les gens qui ont envie de venir. On va travailler pendant une semaine sur le projet avec nos partenaires. Et donc, les Français apprennent à faire de la phytoépuration, qu'est-ce que c'est que la biologie du sol, comment on amende un sol, enfin voilà. Voilà comment on travaille. Et après, on fait une semaine de tourisme social et politique. On va rencontrer d'autres acteurs, d'autres associations, d'autres projets. Et au Venezuela, on n'a jamais eu de problème pour s'y déplacer. On n'a jamais eu de problème pour avoir des aides de l'État, des ministères, comme à Cuba d'ailleurs. À Cuba, les gens nous disent « Mais comment vous faites pour… » Ben oui, à Cuba, on travaille avec le ministère de l'Environnement, on travaille avec l'armée qui nous prête des camions pour transporter des choses. Enfin, je veux dire, à partir du moment où vous montrez que votre projet, il est pour le bien-être de la population, ben, je veux dire, il n'y a pas de frein. Non seulement il n'y a pas de frein, mais il y a des aides. L'État accompagne grandement. Et au Venezuela, notamment, à Barquisimeto, on y était en 2018, une semaine avant de prendre l'avion pour aller au Venezuela. En 2018, toutes les compagnies aériennes, je ne sais pas si vous vous souvenez, avaient annulé tous leurs vols sur le Venezuela parce que déjà les États-Unis avaient dit que le Venezuela, il y avait danger, etc. Je ne sais pas quoi. Total, comme en novembre, les compagnies aériennes avaient du jour au lendemain annulé tous leurs vols. Air France, Iberia, etc. Et nous, je ne sais pas comment, se nos encendió el bombillo, on a vraiment été illuminés. On avait acheté nos billets d'avion à la TAP, et la TAP, qui est la compagnie portugaise, il faut savoir qu'il y a une très grosse colonie portugaise au Venezuela, il y a beaucoup de Portugais au Venezuela, beaucoup de gens de Madère aussi, enfin voilà. Et donc, nous, on avait acheté nos billets à la TAP, et donc on pouvait voyager. Sauf qu'une semaine avant, 5 jours avant, les copains de Barquisimeto nous appellent et nous disent, voilà, on a été attaqués par une quinzaine de personnes lourdement armées, qui nous ont attachés, frappés, qui nous ont volé même nos chaussures et nos portables, les ordinateurs, les voitures, les camions, 500 tonnes de nourriture qu'ils avaient fait rentrer parce qu'on allait faire un atelier d'une semaine, 2 ateliers d'une semaine avec des gens qui venaient de tout le Venezuela. Et donc les guarimbas, c'était ça. Et l'année d'après, idem, on a été bloqués parce que dans l'état de Lara, c'est un état qui était très fortement impacté par les guarimbas, et notamment par des groupes qui arrivaient de la frontière colombienne, avec des assassinats ciblés, etc. Donc voilà. Mais par contre, au Venezuela, on a toujours pu s'y déplacer, et on a toujours pu faire nos projets. Et on a travaillé avec des communes. Et donc là, je fais le lien avec la résistance. Au Venezuela, bien sûr, la résistance, elle se fait parce qu'il y a un PSUV
Et il y a des organisations populaires que Chavez et que le PSUV ont mis en place, ont accompagné et ont permis de se développer, qui sont très solides. Et il y a surtout les communes. Et je pense que la commune, la résistance, elle va venir de la commune. Il faut penser que le Venezuela, État rentier du pétrole, achetait toute son alimentation à l'étranger, bien sûr. Et qui est-ce qui importait toutes ces denrées alimentaires pour alimenter les Vénézuéliens? Eh bien, c'était des grandes entreprises vénézuéliennes, des 5-6 grosses entreprises d'import-export vénézuéliennes, qui, lorsque les États-Unis leur ont dit guerre totale contre le Venezuela, importaient la nourriture, mais la stockaient pour faire monter les prix. Ils avaient droit à des dollars à prix préférentiel pour pouvoir importer, et ils stockaient tout et ils créaient la pénurie. Et donc après, dans les journaux en France, je me souviens, on disait « il n'y a pas de papier toilette au Venezuela ». Et nous, on était au Venezuela à ce moment-là, et les supermarchés étaient pleins de papier toilette. Et on discutait avec les gens dans la rue, et si vous discutiez avec des gens qui étaient plutôt classe moyenne, étudiants, etc., ils disaient « oui, mais il n'y a pas de liberté d'expression ». Ici, on disait « oui, mais 97% de la presse, elle est de droite. Les télévisions sont de droite. Donc pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de liberté d'expression ?»« Oui, mais quand même, il n'y a pas de liberté d'expression. » Donc même au Venezuela, il y a toute une classe moyenne qui n'est pas en phase avec la réalité. Et donc je pense qu'une des résistances, c'est les communes, parce que les communes, à partir du moment où elles ont été... donc la commune, pour l'expliquer rapidement, la commune, c'est un ensemble de personnes sur un territoire. Ce n'est pas du tout administratif, le découpage. Ce sont des gens qui créent des conseils communaux pour discuter et voir qu'est-ce qu'il y a à faire sur le territoire. Comment on aménage mon territoire? Est-ce que j'ai besoin d'un collège? Est-ce que j'ai besoin d'un stade de foot? Est-ce que j'ai besoin de refaire des maisons parce qu'elles sont en train de s'ébouler, etc. Et donc, les conseils communaux, ensuite, lorsqu'ils sont 5-6, ils forment une commune. La commune, elle peut être la commune Almaïsal, qui est une commune qui a été fondée par Chavez en 2009. Elle est sur 3 États. Sur cette commune, il y a une douzaine de lycées, 15 collèges. Enfin, c'est une commune énorme, énorme. Et puis, il y a des communes qui sont un quartier de Caracas, par exemple. Il y a des communes urbaines, il y a des communes en ville, il y a des communes en Amazonie, il y a des communes partout. Il suffit que les gens se mettent d'accord sur l'aménagement du territoire. Ils font un projet. Donc, jusqu'en 2017, ils faisaient un projet, ils budgétaient le projet. L'État pouvait leur prêter des économistes pour les aider à budgéter le projet, ou pour les aider à, s'ils avaient besoin d'un architecte, on leur envoyait un architecte pour les accompagner dans le travail. Et à partir de là, ils présentaient le budget au ministère des communes, et le ministère des communes, 3 mois après, leur donnait l'argent pour mettre en place ce qu'ils avaient décidé. Avec une condition, c'est que les gens qui allaient travailler sur ces projets d'aménagement devaient être des locaux. Et s'ils n'avaient pas le personnel formé pour travailler sur ces projets, on envoyait des brigades qui allaient former les gens du coin qui n'avaient pas de travail pour faire les travaux. Donc c'est quand même très intéressant en termes de démocratie réellement réelle, non ? À partir de 2017 et de la guerre multifacétique contre le Venezuela, eh bien, le ministère des communes, il avait beaucoup moins d'argent, vous vous en doutez. Donc aujourd'hui, ce qui se passe avec les communes, c'est que chaque commune va décider de 10 projets qui sont discutés. Dans les communes, on ne vote pas. On discute jusqu'à arriver au consensus. Donc la réunion, elle peut prendre une demi-journée, mais elle peut prendre 3 jours. On discute, on ne vote pas. On vote après au moment des projets. Donc chaque commune va proposer 10 projets. Et à partir de là, 2 projets vont être votés par les habitants, un projet va être financé par l'État, et le deuxième projet va être financé par le gouvernement de l'État ou de la ville dans laquelle se trouve la commune. Voilà ce que c'est les communes, et je pense que c'est là que va se faire la résistance réelle. Pourquoi ? Parce que entre 2017, où le Venezuela importait 85% des denrées alimentaires qu'il consommait, et aujourd'hui, le Venezuela produit 92% de l'alimentation qu'il consomme. On aimerait bien, en France, avoir la même chose.
Parce qu'en termes de souveraineté alimentaire et de sécurité alimentaire, eh bien, c'est chapeau. Et si vous allez au Venezuela et que vous allez dans des communes, vous verrez que toutes les communes ont des espaces de production. Toutes. Ils ont tous des jardins intensifs bio, un peu à la mode de organopónicos. Si vous êtes allé à Cuba, vous avez sûrement vu ces jardins intensifs bio en ville qui est à Cuba, qu'ils ont appelés organopónicos, qui sont bio, qui ont été travaillés en permaculture. C'est les Australiens qui sont venus former les Cubains à la permaculture. Eh bien, au Venezuela, c'est pareil. Et je finirai par un seul petit détail. En 2015, peut-être que vous l'avez oublié ou que vous ne l'avez pas su parce que nos médias nous parlent tellement du Venezuela qu'on en a les oreilles rabâchées complètement. En 2015, le chavisme perd l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, elle est de droite. C'est là qu'après, un certain Guaidó la vermine, comme l'a surnommé Maurice, va s'auto-proclamer président. Eh bien, en 2015, les Vénézuéliens ont réussi, après 2 ans de travail et de parcourir tout le pays pour convaincre tout le monde qu'il fallait passer au bio et qu'il fallait interdire les OGM. En 2015, ils réussissent à faire voter la loi contre le brevet du vivant et contre les OGM. Et priorité aux semences bio, autochtones, paysannes et afrodescendantes. Voilà ce que c'est le Venezuela. Merci Gloria. Et je comprends pourquoi Maurice renvoyait le ballon systématiquement sur Gloria, parce que vu le travail qu'elle a fait, c'est sympa. Alors, on va passer maintenant à l'intervention. Alors d'abord, vous présentez Charlotte qui arrive, et vous savez ce qu'elle a fait, compte tenu des inondations, elle a remonté la Garonne à la nage. Et enfin, elle est arrivée. Bonjour Charlotte. Voilà, c'est très bien. Alors, je vais passer la parole à Vincent Ortiz, que j'ai découvert, que je vais découvrir avec vous, qui est un des animateurs, enfin d'ailleurs le rédacteur en chef adjoint du média Le Vent se lève. Il va nous expliquer ce qu'est Le Vent se lève. Il m'a dit qu'il était ce média d'obédience marxiste, ce qui n'est pas forcément pour me déplaire. Et il vient de publier un livre qui s'appelle « L'ère de la pénurie, capitalisme de rente, sabotage et limites planétaires ». Mais ce n'est pas forcément pour parler de son livre qu'il est venu. Je lui passe la parole. Merci à la Fondation Gabriel Péri pour l'invitation et merci à vous d'être là. Oui, en 2 mots, Le Vent se lève, c'est un média créé il y a maintenant près d'1 décennie qui analyse les événements de politique nationale et surtout internationale avec un prisme, oui, marxiste, assez ouvert mais assumé comme tel. Et on s'est beaucoup intéressé à l'Amérique latine depuis 1 décennie parce que c'est là-bas qu'il nous semblait il y avait des événements politiques intéressants. C'est un sous-continent dans lequel il y a des luttes sociales, des réformes économiques, des événements diplomatiques qui défient le consensus dominant, raison pour laquelle on l'a beaucoup étudié. Alors, je vais essayer de compléter les interventions de Maurice Lemoine et de Gloria Vergès qui ont bien détaillé à la fois la permanence et les différents visages de l'interventionnisme nord-américain en Amérique latine. Et je vais essayer de faire un petit pas de côté pour répondre à la question pourquoi est-ce que c'est maintenant, pourquoi est-ce que c'est en 2026 qu'on assiste au retour d'un interventionnisme qui évoque beaucoup celui de l'époque de la doctrine Monroe, à peu de choses près. Pourquoi est-ce que c'est dans cette période qu'on assiste à ça ? Qu'on assiste à la fois donc à un interventionnisme qui évoque celui du 19e dans ses modalités, puisque ça faisait 1 siècle qu'on n'avait pas vu les États-Unis intervenir directement en Amérique du Sud. En Amérique latine, oui, il y a eu une intervention au Panama en 1989, mais en Amérique du Sud, il faut remonter à 1 siècle pour voir une intervention militaire directe des États-Unis, comme il y en a eu au Venezuela. Et c'est un interventionnisme qui est aussi inédit dans son efficacité, à certains égards, puisque Cuba, on n'a pas encore trop parlé, mais Cuba, on peut dire, en tout cas depuis 1 mois, n'a jamais été aussi isolé. Même durant la période spéciale, j'ai vérifié les chiffres avant de venir, Cuba recevait encore du pétrole à un rythme plancher de 16 000 barils par jour, ce qui est très peu,
Mais tout de même, il y a du pétrole qui est entré à Cuba durant la période spéciale. Donc la période spéciale, c'est les années 90, au moment où le mur de Berlin tombe et où Cuba est complètement isolé. Il y avait encore un minimum de pétrole qui entrait à Cuba. Et là, ça fait depuis début janvier que plus un seul baril ne rentre à Cuba. Plus un seul baril de pétrole, et que Cuba est complètement abandonné à la fois de l'Occident, bien sûr, mais même de l'Amérique latine, puisque le Brésil, effectivement, n'a toujours pas livré de pétrole à Cuba, et le Mexique a livré 800 tonnes d'aide humanitaire, mais pas encore de pétrole, et a pour l'instant officiellement dit qu'il cessait de livrer du pétrole à Cuba, à voir ce qui va se passer, mais pour l'instant le Mexique, qui n'est pas non plus un petit pays, a cédé. Donc voilà, je vais essayer d'analyser les raisons pour lesquelles tout ça se produit maintenant, et pourquoi donc cet interventionnisme gagne en efficacité dans certaines régions d'Amérique latine. Il me semble qu'il y a une réponse qu'il faut écarter tout de suite, mais ça, je pense que personne ici ne dira le contraire, c'est que on ne parle pas d'un phénomène qui serait propre aux républicains américains. Le clivage démocrate-républicain existe, bien sûr. Il existe sur la forme, il existe sur la méthode, en termes d'interventionnisme, mais en dernière instance, il y a un consensus bipartisan sur un certain nombre de questions essentielles en politique étrangère. Et si on retrace un petit peu rapidement la chronologie de l'escalade de l'interventionnisme américain depuis une décennie en Amérique latine, on voit qu'il y a essentiellement une continuité entre les deux. Les sanctions américaines contre le Venezuela, elles commencent, comme l'a rappelé Maurice Lemoine, sous Barack Obama, à la fin de son mandat, où il impose des sanctions contre 7 proches de Nicolás Maduro, qui sont encore inoffensives en tant que telles, mais les sanctions, ça fonctionne beaucoup grâce à des signaux envoyés à des marchés financiers. Lorsque les États-Unis sanctionnent un pays, c'est un signal qui est envoyé aux investisseurs en disant « Attention, ça sent pas très bon, c'est pas une bonne chose d'investir dans ce pays parce que ces sanctions pourraient s'accroître. » Donc voilà, ce simple geste de Barack Obama a ouvert la voie à ce que Donald Trump a fait, c'est-à-dire sanctionner la compagnie nationale pétrolière vénézuélienne qui interdisait de fait au Venezuela d'exporter son pétrole. Et ce qui a accru la crise économique qui ravageait déjà le Venezuela. Donc sous Trump, il y a eu clairement une accélération de l'escalade avec la gauche latino-américaine. Il y a eu donc ces sanctions systémiques contre le Venezuela. Il y a eu l'activation de quelques lois des années 90 sur Cuba, la loi Helms-Burton notamment, qui sanctionne non seulement les entreprises américaines qui investiraient à Cuba, mais aussi les entreprises tierces, européennes, asiatiques. Donc voilà, ce qui a beaucoup contribué à renforcer l'embargo contre Cuba. Et il faut noter que voilà, durant la présidence de Joe Biden, aucune de ces mesures n'a été assouplie ou désactivée. Il y a eu quelques passe-droits pour des entreprises pétrolières au Venezuela, dans le contexte de l'affrontement avec la Russie. Voilà, les Américains ont émis des passe-droits pour que des entreprises américaines et italiennes puissent investir dans le pétrole vénézuélien et puissent échanger du pétrole. Mais à part cette très légère modification, les sanctions sont restées à peu près intactes sur Cuba et sur le Venezuela. Ce qui fait que Trump a pu, une nouvelle fois, accroître d'un rang l'escalade avec ces pays une fois qu'il est revenu au pouvoir. Donc, il y a une différence en termes de forme. Les républicains admettent beaucoup plus directement une violation du droit international que les démocrates, qui sont toujours soucieux de leur soft power. Il y a une différence en termes de méthode aussi. Les républicains rechignent moins à des interventions directes, là, en Amérique latine, là où les démocrates passent plutôt par des moyens très indirects, judiciaires notamment, ou à l'aide des services américains. Mais sur l'essentiel des dossiers sensibles en Amérique latine, il y a dans l'ensemble un consensus bipartisan entre républicains et démocrates. Donc je pense qu'on peut écarter cette hypothèse pour comprendre pourquoi on assiste à un interventionnisme aussi radical en ce moment. La raison, elle est beaucoup plus structurelle. En fait, et pour ça il suffit de lire les documents publiés par les États-Unis chaque année. Il y a une doctrine de sécurité nationale qui est publiée par la Maison-Blanche et qui détaille un petit peu les priorités stratégiques des États-Unis, et où donc, ça a beaucoup été rappelé, l'Amérique latine est clairement désignée comme une zone stratégique très sensible pour les États-Unis. Et on peut simplement se baser sur ces documents pour comprendre ce qui est en jeu. En fait, c'est tout simplement
le reflux, la fin de la période de la mondialisation sans frein qui a vraiment qui a atteint son apogée dans les années 90. Je pense que dans les années 90, l'Amérique latine a perdu de son importance pour les États-Unis, puisque c'est l'époque où l'Union soviétique tombe, les ex-pays socialistes s'ouvrent au marché et aux investissements, et où en même temps les États-Unis encouragent leurs entreprises à délocaliser. Puisque c'est toujours beaucoup plus rentable pour une entreprise américaine de se rendre dans les pays où les salaires sont plus faibles, où le droit du travail est moins respecté. Donc il y a eu une période de délocalisation assez folle, motivée par des impératifs de profit, au cours de laquelle l'Amérique latine a un petit peu perdu de son importance comme réservoir de matières premières. Parce que c'était soudainement possible d'aller n'importe où en Asie du Sud-Est, en Afrique, dans les ex-pays socialistes, en Russie, pour s'accaparer des matières premières, parfois à des conditions qui étaient préférables, tout simplement, à celles qui existaient dans le sous-continent latino-américain. Donc, voilà, même si on a vu un interventionnisme assez permanent en Amérique latine, c'était plus une région aussi sensible pour les États-Unis pendant, on va dire, 1 ou 2 décennies, à mon avis. Et c'est ce qui ressort aussi de la lecture de ce genre de documents où l'Amérique latine n'est plus centrale. Ce qui a enclenché ce basculement, donc c'est plusieurs facteurs, mais c'est notamment bien sûr le fait que la Chine ait émergé comme rival stratégique, que la Chine, après avoir attiré énormément d'entreprises américaines dans des secteurs stratégiques, notamment ceux des métaux rares et critiques, eh bien la Chine a commencé à effectuer des remontées de filières, c'est-à-dire à partir de la propriété sur des mines de métaux rares et critiques, elle a commencé à initier des processus d'industrialisation dans des secteurs clés, numériques notamment. En vertu de quoi, les États-Unis se sont retrouvés dans une dépendance dangereuse pour eux à l'égard de la Chine. Donc, tout ça est assez connu, notamment en termes de métaux critiques, au point que la presse américaine a commencé à en parler en fait un petit peu avant l'élection de Donald Trump, qui ne sort pas de nulle part, qui sort un petit peu de tout ce processus. Les Américains se sont rendus compte, par exemple, que le fameux bombardier F-35, donc qui est un petit peu leur avion de marque, exporté au monde entier, symbole de la puissance américaine, eh bien, ce bombardier F-35 était dépendant de plusieurs éléments de terres rares. Ce sont des minéraux produits, extraits et raffinés en Chine. Et donc, si les Chinois voulaient cesser d'exporter ces minéraux vers les États-Unis se retrouveraient en difficulté pour produire leur bombardier de prédilection. Donc il s'agit du samarium, c'est un minerai critique dont la Chine possède le quasi-monopole dans la production et dans l'exportation. Donc là on parle des décennies 2010, c'est-à-dire que la Chine émerge vraiment comme géant sur plusieurs filières. La Chine aujourd'hui a un quasi-monopole sur de nombreux métaux critiques. Le samarium en fait partie, mais il y en a bien d'autres. Et au-delà de la Chine, ce sont souvent des pays proches géopolitiquement de la Chine ou dans lesquels il y a des investissements chinois importants qui possèdent ces filières de métaux rares, puisque la Chine est devenue experte dans l'exploitation et le raffinage de ces métaux critiques, et donc a transmis à une partie du monde cette expertise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les États-Unis se retrouvent dans une situation très inconfortable où la matière première à la base de leurs infrastructures, notamment numériques et militaires, eh bien, sont soit entre les mains de la Chine, soit entre les mains de pays proches ou alliés de la Chine. Donc voilà, ça c'est un petit peu le contexte général dans lequel les États-Unis se sont réveillés un jour avec donc cette économie complètement globalisée qu'ils avaient encouragée pendant des décennies, de laquelle ils ont énormément profité en termes simplement des taux de profit des très grandes entreprises, mais qui du coup a créé des dépendances assez inquiétantes pour eux. Raison pour laquelle, on comprend la perspective de Trump, qui a commencé à initier des réformes protectionnistes de plus en plus radicales, qui n'ont pas été remis en cause et qui ont même été accentuées par Biden, et qui ont encore été accentuées par Trump numéro 2. Là encore, il y a une continuité assez claire. Sauf dans la forme, sauf dans le ton, mais sur les mesures prises, il y a une continuité qui est assez claire. Peut-être juste un mot sur les métaux critiques, parce que la presse en parle sans arrêt, mais sans trop détailler
Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi centraux? En fait, ce sont des métaux qui ont des capacités semi-conductrices, c'est-à-dire qu'ils peuvent conduire l'électricité et en même temps, s'ils sont disposés d'une certaine manière, couper cette conduction. Et donc, ils sont absolument fondamentaux dans tout ce qui relève des infrastructures numériques. C'est eux qui sont la matière première de l'ensemble des infrastructures numériques. Parmi les métaux critiques, il y a ce qu'on appelle les terres rares, et qui, elles, sont centrales pour la production d'aimants. Et les aimants, en fait, on s'en rend pas compte, mais ils sont absolument partout. Dans les téléphones portables, il y a des micro-aimants qui font tourner les processeurs de manière automatique. Dans les bombardiers, puisqu'on parlait du F-35, il y a des aimants qui font tourner l'ensemble des composantes électroniques. Et bon, voilà, sans aimants, il y a une partie importante de la technologie contemporaine qui juste cesserait d'exister. Donc c'est quelque chose qui est vraiment fondamental dans l'infrastructure économique globale. Donc face à ça, face à cette prédominance chinoise sur les métaux critiques, les États-Unis ont commencé à vouloir relocaliser leur production. Sauf qu'évidemment, après des décennies de délocalisation partout dans le monde, les États-Unis, comme tous les pays occidentaux d'ailleurs, avaient perdu en fait une bonne partie des technologies nécessaires à faire tourner cette industrie, avaient perdu des savoir-faire, avaient laissé en friche certaines mines, par exemple aussi. C'est pas possible pour eux de relocaliser aussi brutalement et de retrouver ce qu'ils étaient dans les années 60, 70, 80, avant l'ouverture à la mondialisation. Ainsi, c'est exactement la même chose pour la France, mais pour la petite histoire, dans les années 80, c'était la France qui raffinait la moitié des terres rares de l'Occident. 50% des terres rares occidentales étaient raffinées en France. C'était via Rhône-Poulenc, dans une commune normande dont le nom m'échappe et que je ne connais pas. Mais il y avait 5000 travailleurs français qui travaillaient pour raffiner des terres rares et les vendre à tout l'Occident. Et dans les années 80, Rhône-Poulenc a délocalisé cette filière en Chine pour des raisons de profitabilité. Et aujourd'hui, cette technologie est perdue pour longtemps. Donc voilà, c'est vraiment des défis similaires avec les États-Unis dans cette perspective. Donc comment est-ce que les États-Unis font pour relocaliser progressivement sans en venir à une forme d'autarcie dont ils seraient absolument incapables de supporter le coup? Eh bien, ils recourent à ce qui est nommé dans le jargon des documents de la sécurité nationale américaine, dans ce qui est nommé le ally shoring, ce qui veut dire relocalisation amicale, relocalisation dans des pays amis, dans des zones alliées, ou dans des sphères sous contrôle, sous domination américaine. Et c'est pour ça que l'Amérique latine redevient aussi centrale. C'est la raison pour laquelle les États-Unis en reviennent à un interventionnisme de type 19e siècle, très directement dans leur hémisphère, parce qu'ils ont besoin de pays qui soient à portée de main, parce qu'ils ont besoin de pays qui puissent être sous leur domination géopolitique directe. Et donc c'est là que le facteur géographique reprend son importance. Je pense que le facteur géographique avait perdu de son importance dans les années 90, à l'époque du multilatéralisme, de la mondialisation. Aujourd'hui, quand on en revient à des questions de stratégique, on va dire, le facteur géographique, la proximité géographique reprend beaucoup de son importance. Tout ça, encore une fois, est détaillé de manière très explicite dans les documents consacrés à la stratégie nationale américaine. Donc l'Amérique latine est une région très riche en métaux critiques. Voilà. Donc Gloria a parlé du triangle du lithium qui s'étend de la Bolivie jusqu'au Chili et en Argentine, où il y aurait, selon les estimations, donc voilà, bon, il y a toujours des différences entre les réserves estimées et les ressources à disposition, mais ça serait entre 60 et 70% des réserves de lithium mondiales, ce qui est considérable. Il y a énormément de terres rares au Brésil, il y en a aussi au Venezuela. Bon, voilà, chaque pays latino-américain a une industrie potentielle de métaux critiques qui est considérable. Et c'est sans doute la raison fondamentale pour laquelle les États-Unis commencent à vouloir remettre la main sur le sous-continent latino-américain. Donc, on pourrait détailler le cas du Venezuela, il y a un historique avec le pétrole, mais Maurice l'a un petit peu fait auparavant. Donc, la question qui se pose, c'est dans ce contexte où les Américains, ou les Nord-Américains, reviennent dans le sous-continent
et souhaitent remettre la main sur ces filières qu'ils ont perdues, comment se fait-il que finalement leur coup de pression fonctionne et que le reste du monde laisse faire? Donc on peut prendre quelques parallèles. En 1989, je crois, il y a une intervention au Panama pour enlever le président Manuel Noriega, et ce qui mène à la protestation de l'ensemble des pays latino-américains et d'une grande partie du monde. Il y a un mois, il y a une intervention militaire pour enlever le président Nicolás Maduro, et la moitié des pays latino-américains n'ont pas protesté, une partie a soutenu l'intervention, les Européens pour la plupart se sont soit tus, soit ont soutenu l'intervention. À l'égard de Cuba, je disais au début, il y a quelques minutes, que dans les années 90, Cuba continuait à recevoir certains flux d'aide, même pas d'aide, mais de marchandises alimentaires, énergétiques, qui aujourd'hui sont proches de zéro, sont vraiment proches on est proche d'un tarissement total des flux. Dans les années 90, il y avait plusieurs raisons à ça. Il y avait des coopérations bilatérales entre certains États et Cuba. Bon, même, il me semble que c'était en 1994 que Fidel Castro se rend à l'Élysée, rencontre François Mitterrand, et ils s'accordent sur des coopérations très minimes, mais tout de même coopérations bilatérales, malgré l'embargo américain. Il y avait également quelque chose qui est peut-être moins connu sans doute, mais Cuba dans les années 90 donc, a cherché désespérément à contourner le blocus, à contourner donc les lois extraterritoriales américaines, et donc s'est tourné vers ces acteurs qu'on appelle les traders, c'est-à-dire ces entreprises qui ne produisent rien mais qui vendent, qui échangent, qui représentent en général le pire du capitalisme, parce que les traders par définition jouent sur la spéculation. Ils achètent dans un pays, ils revendent dans un autre, et ils profitent du fait que ce sont des marchés difficiles pour faire de l'argent, en gros. Et donc oui, je crois que c'est une histoire qui n'est pas trop connue, mais Fidel Castro a rencontré le PDG de Vitol, qui était l'une des principales entreprises de trading en 1994 à La Havane, et il lui a proposé tout simplement de lui vendre du sucre, illégalement, pour que le sucre soit vendu à des pays d'Asie centrale, je crois que c'était le Kazakhstan notamment, contre du pétrole, lui aussi acheminé illégalement ou sous les radars. Ce qui fait que même dans la période spéciale, période extrêmement dure pour Cuba dans les années 90, eh bien Cuba a pu avoir accès à un minimum de pétrole. Encore une fois, le plancher pour Cuba, le seuil minimal, c'était 16 000 barils par jour. Ce qui est extrêmement peu, mais ce qui existe, disons. Il y a une heure ou deux, la personne qui est partie parlait d'un parallèle avec le Proche-Orient et l'Iran. Le parallèle avec l'Iran est intéressant aussi, parce qu'on observe la même chose. Dans les années 90, les États-Unis ont sanctionné l'Iran, de plus en plus durement. Ils ont mis en place des sanctions extraterritoriales, c'est-à-dire que non seulement ils ont interdit à leurs propres entreprises d'échanger avec l'Iran, mais ils ont en plus interdit aux entreprises tierces d'échanger avec l'Iran, les entreprises européennes. Et en 1996, précisément, il y a une loi qui frappe les entreprises tierces, donc qui investiraient en Iran. Et à cette époque, le Conseil européen, donc les chefs d'État de l'Union européenne, émettent une proclamation qui interdit aux entreprises européennes d'obéir aux sanctions américaines et qui leur donne une amende si elles obéissent aux sanctions américaines sur l'Iran. Donc autrement dit, qui les oblige à conserver leurs investissements en Iran. Donc, je ne sais pas si on... c'est... par rapport à la période contemporaine, c'est difficile à croire, disons. Puisque aujourd'hui, on ne trouverait pas une seule entreprise occidentale qui serait en Iran, une seule entreprise européenne. PSA, Peugeot, en France, était en Iran jusqu'en 2012. Aujourd'hui, elle a dû fuir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout ça change aussi brutalement et que Cuba, mais aussi l'Iran, par exemple, se retrouvent soumises dans un isolement total aux sanctions américaines. En fait, il s'est passé qu'il y a eu la crise de 2008. En 2008, la Banque Centrale Européenne avait besoin de manière urgente de l'accès au dollar. Et là, il s'est passé quelque chose qui, je crois, est resté un peu sous les radars. En tout cas, ça n'a pas fait la une des médias. Enfin, je dis je pense parce que je l'ai étudié récemment et je n'ai pas le souvenir de la couverture médiatique de l'époque. Mais donc on parle de tout ça, c'est la fin de la période Bush, début de la période Obama. Les Américains ont accepté de refinancer les Européens en dollars, mais ils l'ont pas fait gratuitement. Ils ont imposé certaines conditions.
ils ont imposé que l'Union européenne aligne sa réglementation en matière de sanctions financières sur celle des Américains. Donc il y a des directives européennes qui ont été votées. Il y en a une qui s'appelle AMDL4, qui en gros aligne la réglementation sur la criminalité financière européenne sur celle des Américains. Ce qui fait que les entreprises européennes sont obligées de montrer un niveau de transparence équivalent à celui des entreprises américaines pour prouver qu'ils ne montrent pas de blanche, pour prouver qu'ils n'investissent pas à Cuba, ils n'investissent pas en Iran, ils ne violent pas les lois américaines. Les Américains ont beaucoup fait, paradoxalement, pour lutter en fait contre certains aspects du secret bancaire en Europe, pour pouvoir voir qui investissait où et qui violait la loi américaine. Il y a eu ça. Il y a eu le fait que les Américains, à la même époque, ont imposé quelque chose d'assez fou, si on y réfléchit 2 secondes. Ils ont imposé que les entreprises européennes et les banques européennes fassent le ménage dans leur département compliance. Compliance, c'est le département des grandes entreprises qui vérifie que l'entreprise est en accord avec la loi. Pendant longtemps, le département compliance des entreprises européennes s'arrangeait pour flirter avec l'illégalité par rapport aux États-Unis et pour à la fin investir à Cuba, investir en Iran via des entreprises tierces. Bon, tout ça passait par des canaux très obscurs. Donc le département compliance était essentiellement un département qui permettait aux entreprises européennes de frauder et d'échapper au droit américain. Les Américains, à partir de 2008, ont exigé que les entreprises européennes fassent le ménage et qu'elles nomment à la tête de ce département compliance des nouvelles personnes qui soient plus proches des États-Unis. Et on a vu des choses assez hallucinantes. Par exemple, au sein du géant bancaire britannique HSBC, la personne qui a été nommée à la tête du département compliance était un Américain qui s'appelait Stuart Levy et qui était l'ancien directeur de l'OFAC. L'OFAC, c'est l'organisme en charge de mettre en place les sanctions américaines contre les entreprises européennes. Donc une banque britannique a mis à sa tête quelqu'un, un Américain, dont le métier était de la fliquer et de la sanctionner au nom des États-Unis. Donc voilà, c'est vous dire un peu le retournement qui s'est fait au sein en fait de la finance européenne. Il y avait une finance qui était beaucoup plus, endogène ou souveraine même, si on parle à l'échelle du continent européen, avant 2008 qu'après. Une finance qui était capable de défier les directives américaines, l'agenda américain, ce qui a disparu après 2008. Tout ça, ça vous explique aussi pourquoi est-ce qu'en 2013, BNP Paribas, donc géant bancaire français qu'on déteste et voilà, qui domine quand même une partie de l'économie française, ce géant bancaire se prend une amende de 8 milliards de dollars par les Américains parce qu'elle échange avec Cuba et avec l'Iran, et que BNP accepte. BNP accepte de payer cette amende de 8 milliards, ce qui est l'équivalent du PIB d'un petit pays du Sud quand même. Ça vous explique pourquoi le géant bancaire britannique HSBC se prend une amende de 1,5 milliard, parce qu'il refusait à une époque de dévoiler ses comptes, de dévoiler ses échanges secrets bancaires. Eh bien les Américains l'ont sanctionné d'une amende de 1,5 milliard qu'elle a dû payer. Ça vous explique pourquoi le géant bancaire ABN, qui est hollandais, a payé une amende de 0,5 milliard pour des raisons similaires, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'à la fin, les banques et les investisseurs européens ont cessé d'investir dans les pays sanctionnés par les Américains, Cuba, l'Iran, le Venezuela, la Corée du Nord, c'était le cas, mais peu importe, la Biélorussie, la Syrie à une époque, le Soudan à une époque, tout ça. Je parlais au début des traders, donc que Fidel Castro a rencontrés et qui ont permis à Cuba, étranglé dans les années 90, d'avoir accès à quelques matières premières. Eh bien, les traders ont été les victimes collatérales de ce processus, puisque les Américains ont en fait beaucoup œuvré à la levée du secret bancaire en Europe. Les Suisses ont aboli le secret bancaire en 2012, précisément, je crois. Donc très bien, parce que voilà, ça donne un peu de transparence sur ce monde monstrueux de la finance. En même temps, beaucoup des entreprises qui échangeaient avec Cuba à l'époque avaient une filiale en Suisse, parce que ça permettait d'avoir un certain secret bancaire. Donc la levée du secret bancaire suisse a aussi permis d'accroître l'emprise de l'hégémonie américaine sur l'Europe et sur son économie. Ce qui fait que Fidel Castro, qui dans les années 90 pouvait compter sur ces acteurs, très paradoxalement, de la finance la plus spéculative, la plus souterraine, la plus cachée, eh bien, après 2010, Raúl Castro et aujourd'hui Díaz-Canel ne peuvent plus tellement compter sur ce genre d'intermédiaires. Il y en a encore, mais disons qu'ils sont beaucoup plus surveillés.
qui explique aussi pourquoi Cuba aujourd'hui est aussi isolé. Les sanctions ont pris une importance renouvelée. Le monde entier, ou presque, se plie aux sanctions américaines, disons, pour aller vite. Et d'un autre côté, les menaces tarifaires de Trump, c'est-à-dire que Trump, comme ça, vous l'avez rappelé, menace le Mexique ou le Brésil de barrières tarifaires si le Mexique et le Brésil échangent avec Cuba et lui livrent du pétrole. Eh bien, ces mesures tarifaires, disons, semblent fonctionner pour une partie importante du monde. L'énigme qui demeure, c'est effectivement pourquoi l'Amérique latine se plie à ce diktat. Pourquoi est-ce que le Brésil et le Mexique se plient à ces injonctions? Pour le Mexique, on peut comprendre que ce soit la proximité géographique avec les États-Unis, la dépendance à l'égard du marché américain qui limite ses marges de manœuvre. Pour le Brésil, il y a sans doute des choses moins reluisantes, comme le fait que Lula est de plus en plus dépendant d'une classe moyenne qui veut exporter, qui pense qu'elle va bénéficier du libre-échange, de plus en plus dépendant d'une agro-industrie qui, mine de rien, est une force importante au Brésil, et qui a besoin de marchés et de débouchés. Raison pour laquelle, au passage, une grande partie de la gauche latino-américaine, c'est assez triste quand on y repense, mais une grande partie de la gauche latino-américaine a déployé un lobbying intense en faveur du traité entre l'Union européenne et le Mercosur, du traité de libre-échange, contre lequel la gauche européenne lutte, la gauche latino-américaine dans son extrême majorité est pour ce traité, et on a vu Lula et Milei main dans la main auprès de la Commission européenne pour promouvoir l'ouverture des marchés à la production latino-américaine, ce qui est, bon, voilà, si on se rappelle que Lula est quand même né dans les luttes altermondialistes des années 90, est un peu dingue. Mais voilà, il y aurait sans doute des choses de cet ordre-là, et bon, je ne veux pas conclure sur quelque chose d'entièrement pessimiste, mais il me semble aussi que le Brésil a toujours été un frein à l'intégration régionale. En 2008, il y a, effectivement, vous l'avez rappelé, Chavez se lance dans projet de monnaie alternative qui aurait pu s'appeler le Sucre. C'était Chavez à l'époque qui incarnait ça et qui voulait une banque du Sud pour développer l'Amérique latine, qui serait concurrente du FMI et de la Banque mondiale, qui voulait une monnaie commune pour l'Amérique latine, avec donc des financements communs. Il aurait fallu des financements endogènes. Et le Brésil a traîné des pieds jusqu'au bout et en fait a failli ne pas rejoindre le projet. Il l'a rejoint symboliquement. Donc il y a une belle photo avec Lula, Chavez, Correa et quelques autres qui inaugurent la Banque du Sud, sans aucun fonds, ou peut-être quelques milliards, mais rien. Le Brésil n'a jamais été favorable à cette intégration parce que c'est une puissance régionale. À la fin, ça reste quelque chose d'assez indépassable. Donc je pense effectivement que personne ne va se risquer à se confronter aux États-Unis directement, en dehors des latino-américains. Ce sera sans doute au sein de la gauche brésilienne et mexicaine qu'une aide pourrait parvenir à disons, des coopérations bilatérales pourraient être réinstaurées avec Cuba. Et là-dessus, je pense que l'avenir est malgré tout ouvert. Merci beaucoup, Vincent. Alors, deux questions auxquelles tu pourras éventuellement prendre part, hein, Charlotte. Deux questions. Un, quelle place pour les BRICS dans cette affaire? Est-ce que ça représente une alternative à la domination impériale américaine? Est-ce que ça peut ouvrir effectivement les portes, cette confrontation inter-impérialiste peut ouvrir des portes alternatives? Quelle place de l'Europe dans cette affaire-là? Est-ce que l'Europe est totalement inféodée aux Américains ou aux États-Unis, ou est-ce qu'il y a effectivement une possibilité de pouvoir influer par le biais de l'Europe sur ces changements politiques? Et est-ce qu'un pays comme la France, pour terminer, peut jouer un rôle particulier, comme on vient de le voir là tout à fait récemment avec la prise de position de Macron sur Cuba? Voilà. Et les quatre intervenants, vous avez la possibilité d'intervenir. Hein. Je suis absolument navrée de mon très long retard et je le suis d'autant plus que ça fait plusieurs mois que je tanne Maurice pour qu'on fasse une conférence ensemble et que je ne suis pas là pour son intervention, donc il va falloir en refaire une.
Mais là, j'ai eu le cumul de la Garonne qui monte et d'une panne électrique au niveau du train. Et donc, donc ça a été, je vous passe les détails, mais le problème du néolibéralisme, c'est qu'il investit fort peu dans les services publics et dans la transition climatique, et que résultat, on se retrouve dans cette situation. J'ai pas pu suivre toutes les interventions et j'en suis navrée, mais je le referai a posteriori. Peut-être juste avant de répondre et de rebondir sur l'Europe et sur ta question sur l'Europe, et je laisserai peut-être Vincent répondre sur les BRICS. Je voulais rebondir sur la fin de ton intervention, Vincent, sur Cuba. Parce que la question de l'isolement dans lequel se trouve Cuba, que tu as parfaitement décrite, je vais y apporter une petite nuance d'espoir pour l'instant. Il y a un pétrolier qui est arrivé il y a 2 jours à Cuba pour des raisons évidentes de sanctions et de contre-attaques états-uniennes. On ne sait pas d'où ce pétrolier vient pour l'instant, mais les Russes et la Chine seraient en train d'envoyer également du pétrole à Cuba. Pour ce qui est de la réaction diplomatique et politique, si évidemment on peut dire qu'elle est fort faible en Occident, que ce soit pour le Venezuela ou pour Cuba, elle commence à s'exprimer notamment au niveau des pays des BRICS justement, et que ce soit la Russie, la Chine, également l'Afrique du Sud et d'un certain nombre de pays latino-américains, notamment tu as évoqué le Mexique et d'autres. Et je crois que la question se reverse aussi à l'inverse. Pourquoi un tel acharnement vis-à-vis de Cuba ? Parce que Vincent, tu le décrivais, la question fondamentale aujourd'hui pour les États-Unis en Amérique latine, c'est remettre la main sur les terres rares et les minerais stratégiques dans un contexte où l'Amérique latine s'est tournée vers la Chine depuis plus de 20 ans maintenant. Or, à Cuba, il n'y a pas de minerais critiques ni de pétrole suffisamment pour pouvoir être exploité par les États-Unis. Donc pourquoi un tel acharnement contre un pays qui, somme toute, n'est pas un danger pour les États-Unis, ni d'un point de vue économique, ni d'un point de vue militaire. Et je crois que cette explication, on la trouve tout simplement, et peut-être que Maurice l'a également évoqué dans son intervention, dans le fait que Cuba est le pays latino-américain qui a permis une résistance face à l'impérialisme états-unien sur le continent depuis 1959 maintenant. Mais plus encore, dès les années 60, la révolution cubaine a vocation à faire école. Et elle le fait école à cette époque-ci en soutenant les mouvements de libération nationale. La première mission de Cuba à l'étranger, ça a été en Algérie, pendant la guerre d'Algérie. Une des grandes missions que Cuba a menées, même s'il n'y a pas eu encore de travail universitaire dessus, ça a été pendant la guerre du Vietnam, pour venir en appui, évidemment pas aux États-Unis. Et en Amérique latine, ça a été le terreau, en réalité, des mouvements de libération latino-américains, mais également de la gauche latino-américaine dans son ensemble, et y compris de la gauche plutôt centriste, telle que tu viens de l'évoquer avec Lula par exemple. Il n'y aurait pas eu à un moment donné de gouvernement de gauche en Amérique latine qui ont osé relever la tête face à l'impérialisme américain, nord-américain, s'il n'y avait pas eu Cuba pour résister, pour former à la fois des médecins et des cadres politiques, et pour également assurer leur protection en partie, puisque vous le savez sans doute, par exemple pour ce qui est d'Hugo Chavez, suite au coup d'État de 2002, eh bien, ce sont les Cubains qui assuraient la sécurité du président de la République du Venezuela. C'est d'ailleurs les Cubains qui se sont aussi fait massacrer lors de l'attaque du 3 janvier, puisque 32 d'entre eux ont péri lors de l'attaque des États-Unis. Bien, je pense que ça, c'est très important de comprendre parce que ça explique aussi pourquoi aujourd'hui le Cuba réagit de façon extrêmement virulente et forte face à cette volonté d'asphyxie de la part des États-Unis, et pourquoi il y a peut-être un regain, y compris une remobilisation de la population pour défendre la nation cubaine. Et à ce propos, je crois que ce que tu disais tout à l'heure, Gloria, en parlant des communes sur le Venezuela et de la vie au Venezuela, qui est fort différente de ce qu'on voit dans les médias, c'est aussi ce qui se passe à Cuba. La population cubaine, lorsqu'on va à Cuba, tout le monde parle de politique. C'est un peu la France des années 80. On parle de politique partout, tout le temps, souvent pour critiquer d'ailleurs le système politique, les erreurs du gouvernement, et on le fait de façon assez libre, suffisamment libre pour que, y compris les responsables du Parti communiste à Cuba, émettent le même type de critique par rapport aux difficultés, aux obstacles qu'ils rencontrent, aux erreurs qu'ils ont pu commettre. C'est d'ailleurs aussi le sens de l'intervention
de Diaz-Canel il y a encore quelques jours, lorsqu'il dit qu'il va falloir être plus efficace et accentuer, par exemple, la transition énergétique à marche forcée pour pouvoir être un minimum indépendant au niveau énergétique et ne plus subir les coupures d'électricité allant jusqu'à 18 heures par jour actuellement. Et je crois que ça s'explique tout simplement parce que le socialisme à Cuba, c'est-à-dire la volonté de rompre non pas uniquement avec l'impérialisme, mais aussi avec un système capitaliste qui le sous-tend, eh bien, c'est intrinsèquement lié à l'indépendance du pays. Si demain Cuba venait à rompre avec le socialisme et à renouer avec le capitalisme, eh bien, ça redeviendrait le bordel des Amériques. Ça serait une situation comme celle qu'est Haïti aujourd'hui. C'est d'ailleurs le modèle que les États-Unis perçoivent. Créer une situation telle d'un point de vue humanitaire qu'ils vont intervenir militairement sous couvert d'aide humanitaire pour ensuite renverser un gouvernement de gauche et laisser le pays en gestion à des bandes armées qui font qu'il est aujourd'hui ingouvernable et que Haïti, avant le génocide à Gaza, était considéré comme la pire situation humanitaire au monde avec le Yémen. Cuba, c'est ça qui est le plan qu'il y a derrière, avec bien évidemment le fait que si demain Cuba venait à tomber, ça créerait une situation de déstabilisation de l'ensemble de la Caraïbe, puisque ça serait, pas uniquement Cuba, ça serait l'ensemble de la Caraïbe qui serait laissé dans les mains de bandes armées et de trafic. Et d'ailleurs, à ce propos, dans la Grande Caraïbe, il n'y a pas uniquement que des hispanophones, puisqu'il y a aussi un certain nombre de territoires français, ou en tout cas sous domination française. C'est le cas de la Guadeloupe, de la Martinique, et puis un peu plus loin, de la Guyane, évidemment, qui viendrait être impactée par ça. La Guyane, où par contre, il y a beaucoup de terres rares et beaucoup de minerais à exploiter également. Donc, c'était pour remettre ça. Et je crois que... pour bien comprendre les enjeux, c'était extrêmement important pour nous de faire cette conférence aujourd'hui, parce que pour combattre l'impérialisme, il faut évidemment le comprendre et comprendre le système économique, politique et social qui le sous-tend, qui est le système capitaliste, qui est aujourd'hui dans sa phase néolibérale mondialisée. Et je pense que c'est important parce que c'est ce qui nous permet de comprendre, et j'en arrive du coup à ta question sur l'Europe, la sidération, l'apathie de nos dirigeants européens lorsque les États-Unis bafouent et piétinent le droit international. Donc ça, on pourrait se dire, bon, c'est pas nouveau, mais lorsqu'ils attaquent, y compris le Groenland, parce que je rappelle quand même que, hormis le fait d'avoir poussé des grands cris lorsqu'il s'appelait du Groenland, la réalité est que aujourd'hui, on est petit à petit en train de se coucher, y compris par rapport aux États-Unis, en négociant le fait qu'ils augmentent en termes de bases armées au Groenland, ce qui voudrait dire de facto un contrôle du pays. S'ils ont une base armée de plusieurs milliers de soldats et qu'ils rachètent les terres du Groenland, même si c'est pas sous domination états-unienne d'un point de vue étatique, ça le sera sous domination des grandes entreprises. Et je pense que l'on comprend ça parce qu'on est aujourd'hui dans une rupture en termes de justification de l'impérialisme. Je pense que Maurice en a parlé avec l'exemple de USAID, notamment, et sur ce qui était... Alors non, tu n'en as pas parlé. Et ben, c'est pour ça, il va vraiment falloir faire une deuxième conférence là-dessus. Alors je vous invite à lire l'article que Maurice a écrit sur USAID et qui est extrêmement intéressant, notamment parce qu'il montre comment en fait l'aide humanitaire ou la soi-disant défense des droits humains ont été exploités pendant des décennies comme paravent pour des ingérences et des interventions militaires ou des interventions politiques dans un certain nombre de pays. Et comment aujourd'hui le fait que les États-Unis décident de se retirer de 60 organisations multilatérales ou de supprimer l'aide de USAID, c'est catastrophique d'un point de vue humanitaire parce que c'est 45% de l'aide humanitaire au niveau mondial, mais ça traduit aussi un changement de paradigme en termes d'impérialisme. Aujourd'hui, on ne se cache même plus derrière la démocratie et les droits de l'homme. On intervient pour défendre les intérêts des Américains, des Américains parce qu'ils pensent effectivement que les États-Unis c'est l'Amérique, et donc on n'a plus besoin de justifier ça. Or, les Européens continuent à justifier leurs interventionnismes et leur soumission aux États-Unis par le fait que c'est pour défendre la démocratie, les droits humains, etc. Première réaction de Macron est emblématique de ça par rapport à l'attaque du 3 janvier au Venezuela, ça a été de dire « Youpi, c'est la fin d'un dictateur ». Donc ce qui était exactement les mots que reprenait Kaja Kallas, la commissaire européenne aux affaires étrangères. Et donc, la différence qu'il y a pu y avoir entre Kaja Kallas, qui vient de pays où il y a une forte tradition anticommuniste et où il y a une soumission totale aux États-Unis, c'est qu'en France, ça constitue une rupture diplomatique
par rapport à la position historique de la France sur le plan international. C'est même la plus grande rupture diplomatique depuis 2011 et la réintégration par Nicolas Sarkozy de la France au commandement armé de l'OTAN. Le fait que Emmanuel Macron ait cette réaction, ça a soulevé quand même une levée d'indignation, y compris jusque dans les rangs du gouvernement. Et si vous vous rappelez bien, quelques heures après, il est obligé de rétropédaler en disant oui, mais je ne suis pas d'accord sur la méthode, c'est pas bien de bafouer le droit international, etc. Et je crois que là-dessus, effectivement, au niveau européen, on est sidéré, on essaie de justifier ce qui est injustifiable, et en même temps, des dissensions, des contradictions entre les bourgeoisies européennes et les États-Unis sont en train de naître. Contradictions parce qu'on est en train de se rendre compte, pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, que les États-Unis ne sont pas forcément un allié, qu'ils cherchent surtout à vassaliser l'Europe, et que dans cette situation-là, même pour les bourgeoisies européennes qui défendent le capital européen, ça va rentrer en contradiction avec leurs intérêts propres. Et puis aussi parce qu'il y a des intérêts divergents au sein même de l'Union européenne. Un pays comme l'Allemagne aujourd'hui a un intérêt absolu, je dirais, d'un point de vue commercial, à entretenir des liens avec les États-Unis pour favoriser ses exportations, parce que c'est le principal allié commercial de l'Allemagne en termes d'exportation. La France, en revanche, a au final peu de son marché intérieur qui est en lien avec les États-Unis. Alors certes, sur certains produits, c'est le cas du vin, en plus on est à Bordeaux, c'est le cas d'un certain nombre de produits, mais enfin ça n'est pas totalement stratégique, si ce n'est que l'agressivité des États-Unis à notre rencontre et à l'encontre des Européens ne date pas de Donald Trump, évidemment, et son agressivité vis-à-vis de nos entreprises ne date pas de Donald Trump non plus. Je vais prendre un exemple, parce qu'on parlait de Cuba. À Cuba, les centrales thermiques ont été à l'arrêt, blackout total, à plusieurs reprises l'année passée, avant même le blocus maritime des États-Unis. Pourquoi ? Parce que ces centrales thermiques ne peuvent pas être rénovées, parce qu'il s'agit de centrales avec du matériel Alstom, donc entreprise française, qui, comme vous vous en rappelez, a été rachetée par General Electric il y a quelques années, et où aujourd'hui elle ne peut plus vendre de pièces de rechange pour réparer les centrales à Cuba. Là, ce mois-ci, ce sont 2 entreprises stratégiques de la défense française qui ont été vendues aux États-Unis. Et donc, lorsqu'Emmanuel Macron nous dit, en bombant le torse, la guerre commerciale avec les USA n'est pas terminée, et il faut pouvoir répliquer, il réplique en liquidant encore un petit peu plus du matériel de défense qui est, je le répète, stratégique pour nous, non pas qu'on veuille absolument l'utiliser, non pas vraiment, mais en tout cas qui pour nous, d'un point de vue stratégique, a tout intérêt, s'il doit exister, à rester sous le giron français. Et la réponse de l'Union européenne aujourd'hui, c'est de dire plus de fédéralisme, toujours plus d'intégration fédérale, toujours plus d'Europe de la défense, mais sous égide de l'OTAN et sous égide, je le répète, de matériel militaire états-unien, et toujours plus de libre-échange. Et c'est ce pourquoi je crois que la question de cette conférence est importante aussi sur les résistances, parce que lorsque l'on comprend l'impérialisme, les intérêts capitalistes qui sous-tend, ça n'est pas pour dire comment il va falloir que nous soyons plus meilleurs, plus performants en termes d'impérialisme ou de capitalisme à l'échelle européenne ou française. Il s'agit pour nous de dire quelles sont les alternatives que nous pourrions construire à l'échelle continentale et à l'échelle mondiale pour pouvoir rompre avec cette logique de domination internationale. Et ces exemples existent, ils ne sont pas seuls. Effectivement, on a cité l'ALBA. L'ALBA a été un exemple de diplomatie alternative au niveau mondial, c'est-à-dire d'échange pour le développement et la réalisation des objectifs de développement durable au niveau latino-américain. Le fait que Cuba ait décidé de mener une politique alternative au niveau international en envoyant des médecins pour construire des liens politiques et construire des liens économiques avec un certain nombre de pays, c'est aussi une politique alternative à celle qui consiste à bombarder un pays pour s'accaparer ses ressources, quitte à le laisser de façon ingérable. Et je parlais d'Haïti tout à l'heure, mais enfin, la France n'a rien à envier aux États-Unis, vu ce qui s'est passé, par exemple, au Sahel, ou ce qui se passe en Libye encore aujourd'hui, par exemple. Et donc, du coup, notre objectif, ça n'est évidemment pas uniquement de critiquer l'impérialisme états-unien, mais de se dire, il nous faut, à l'échelle mondiale, faire monter une alternative. Et je crois que cette résistance existe, parce qu'on a parlé de la résistance des États qui était très faible face au fait de piétiner le droit international aujourd'hui. En revanche, il y a des peuples qui se soulèvent et qui luttent. Et moi, je
je crois profondément qu'aujourd'hui, nous n'assistons pas à la fin du droit international tel que nous l'avons connu, nous assistons à la reconfiguration des rapports de force à l'échelle internationale, dans un contexte où les États-Unis sont fort affaiblis, en réalité d'un point de vue économique, et Vincent l'a dit, et où l'Union européenne est fort affaiblie d'un point de vue économique également. Et dans ce contexte-ci, la question c'est est-ce que, effectivement, nous réussissons à faire émerger une alternative qui rompt également avec le capitalisme. Ça n'est pas le cas aujourd'hui totalement des BRICS, mais les BRICS sont un point d'appui aussi sur un certain nombre de sujets sur cette thématique-là, et notamment sur la question de l'hégémonie du dollar. Et donc je repasse la parole. Merci. Alors, merci beaucoup, Charlotte. Vous avez compris que Charlotte, elle avait fait sa conclusion, hein, sans le savoir. Mais alors, ce que je vous propose, vu l'heure qu'il est, c'est qu'on va finir le tour de table et on va terminer ensemble pour pas qu'on parte les uns après les autres. Il est 17h05. On peut continuer jusqu'à 17h30, il n'y a pas de problème. Maurice. Ouais, moi, je profite que j'ai le micro, je l'ai chopé au passage. Non, ça va être très très court en fait. Deux, trois réflexions. Pourquoi Cuba? Alors, tu as en partie répondu à la question. C'est-à-dire, autant pour le Venezuela, à la limite, sans approuver, et même en condamnant, on peut comprendre les logiques. Le Venezuela est un pays riche, il y a du pétrole, il y a du coltan, il y a de l'or, etc., etc., etc. Cuba, prendre Cuba sur le plan économique, stratégique, ça n'a pas beaucoup de sens. Cuba, c'est un symbole. Cuba, c'est le symbole de la résistance. Vous connaissez Trump? Enfin, vous connaissez comme moi. Dans le récent document sur la stratégie de sécurité qui a été publié en décembre 2025 par la Maison-Blanche, il fait 29 pages le document. Trump est mentionné 27 fois. Alors, je n'ai pas repris les citations, mais c'est Trump, c'est « Je suis le plus grand président du monde, depuis le Big Bang, jamais les États-Unis n'ont été... » Et en fait, c'est dérisoire. Mais Trump veut être celui qui réussit là où tous les autres présidents des États-Unis ont échoué. Faire tomber Cuba. Je dirais presque que c'est aussi bête que ça. C'est terrible. Et c'est là qu'il faut qu'on compte aussi sur les États-Unis pour, de l'intérieur, stopper ce fou furieux, parce que c'est un fou furieux. Les BRICS, là encore, en quelques mots. Alors les BRICS, d'abord, c'est pas une organisation à caractère militaire. Donc les Russes ou les Chinois ne veulent pas venir en mer des Caraïbes faire la guerre aux États-Unis pour défendre Cuba ou le Venezuela. Bon. Dans la stratégie de Trump, il y a aussi les BRICS. Il vient d'annoncer... Ça durera ou ça durera pas, parce que vous savez comment ça fonctionne avec lui, mais enfin, il vient d'annoncer qu'il autorise le Venezuela à vendre du pétrole à l'Inde. Mais par contre, qu'il lui interdit à la Chine. Et donc, il met un coin dans les BRICS, entre l'Inde et la Chine. Bon. Donc, vous avez cet ensemble de choses qui, parfois, sont logiques, parce qu'à la limite, on peut trouver une logique à ça. Il s'agit de détruire les BRICS. Et de l'irrationnel. Et effectivement, on est dans une phase complètement nouvelle des relations internationales. On avait jusqu'à présent, même chez des gens comme Reagan, il y avait l'idéologie anticommuniste, l'obsession anticommuniste ou Nixon. Là, on est dans la configuration, en plus ça a été expliqué dans le document auquel je fais référence, c'est America First. On reprend le contrôle, et en particulier de l'Amérique latine. Il n'y a pas un mot sur la Russie quasiment dans ce document. Il y a la Chine et l'Amérique latine. La Chine, on l'écarte, l'Amérique latine, on reprend le contrôle. Vincent ? Merci. Je ne pense pas avoir grand-chose à ajouter par rapport à ce que vous avez dit tous les deux. Sinon, peut-être que je ne pense pas que les BRICS dans l'immédiat changent grand-chose au sort de Cuba, du Venezuela et des pays assez périphériques dans l'ordre mondial, en fait, en mer des Caraïbes. Dans la mesure où le pays qui pourrait le plus directement enclencher des coopérations avec eux, ce serait encore une fois le Brésil, et que pour les raisons qu'on a mentionnées, il ne le fera sans doute pas, en tout cas à court terme, et qu'effectivement les BRICS n'ont pas de caractère militaire, les Chinois n'ont pas intérêt à une escalade en mer des Caraïbes avec les États-Unis, donc à mon avis, ce ne sera pas des BRICS que va venir le salut pour Cuba et le Venezuela, sauf peut-être pour le pétrole, mais vu que les Américains sont présents militairement, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer pour les pétroliers russes qui sont annoncés à Cuba. Est-ce que les Russes vont oser
défier la marine américaine. Est-ce que les Américains vont oser arrêter à raisonner des pétroliers russes, ce qui serait une nouvelle étape dans la confrontation quand même. Donc non, je pense pas qu'il y ait grand-chose à attendre des BRICS dans le court moyen terme. Et du côté de l'Union européenne, bon, Charlotte a dit effectivement que la réponse à la crise actuelle, c'était plus de fédéralisme, voilà, Europe de la défense et compagnie. Je pense, mais là je parle de manière détachée des institutions qui ont organisé cette conférence, mais que la tâche de la gauche, ce serait d'envisager qu'est-ce que ce serait du coup, quelle serait la voie, et est-ce qu'elle ne passerait pas par moins de fédéralisme et le démantèlement, avoir en tout ou partie des institutions qui ont été mises en place dans les années 90, tout simplement parce que l'existence de la Commission européenne et de ses directives, l'existence de la Banque centrale européenne et de sa monnaie unique sont un obstacle pour une diplomatie indépendante à l'égard des États-Unis. Si on s'intéresse seulement, par exemple, à la question des échanges bilatéraux et de voilà, ce que pourrait faire la France à l'égard de Cuba. Ce que pourrait faire la France, c'est favoriser des canaux alternatifs. Là, si on reste dans un cadre, disons... J'envisage pas le grand soir, là, simplement un gouvernement qui simplement souhaiterait avoir une politique alternative à l'égard de Cuba. Dans un cadre du capitalisme, même néolibéral, ce serait d'envisager des canaux alternatifs à ceux de la finance américaine pour permettre à des entreprises françaises d'échanger avec Cuba, ce que les entreprises françaises veulent. Il y a plusieurs fois des cadres du MEDEF qui ouvertement se sont exprimés à l'égard du fait qu'ils adoraient Cuba, qu'ils voulaient investir là-bas et que les Américains les ont repêchés. C'est dans l'intérêt rationnel d'une partie des capitalistes français que de vouloir ce genre de liens bilatéraux. Simplement, à cause par exemple de cette directive européenne AMDL4, eh bien, les entreprises françaises sont obligées de montrer la transparence la plus totale à l'égard des pays avec lesquels elles échangent. Ce qui fait qu'une entreprise française ne peut pas, comme dans les années 90, passer par une série d'intermédiaires, de sociétés écrans, de filiales, pour à la fin échanger avec Cuba, en cash ou avec des circuits parallèles. Les possibilités n'existent plus parce qu'elles sont soumises à des obligations de transparence qui, à la fin, avantagent beaucoup les Américains, qui peuvent voir qui échange avec qui et qui peuvent sanctionner très directement. Donc voilà, ce genre d'obstacles juridiques qui sont intrinsèques au cadre européen sont un problème fondamental. Après, bon, on pourrait parler plus largement de la soumission diplomatique européenne à l'égard des États-Unis qui s'est accrue énormément depuis les années 90, ce qui montre bien que plus la fédéralisation de l'Europe progresse, plus la construction européenne progresse, plus la soumission diplomatique progresse également. Donc voilà, tous les raisonnements qui consistent à dire que c'est parce qu'on n'a pas achevé la construction européenne qu'on n'est pas encore autonome sont... Voilà, c'est sans doute l'inverse. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette question. Ben moi, je vais rester sur Cuba, puisque tout le monde parle de Cuba. Et oui, je crois que pourquoi Cuba? Parce que c'est un modèle de solidarité, Cuba. J'ai une amie qui m'a envoyé tout à l'heure un message avec une photo. Et au-dessus de la photo, il y a quels sont les pays latino-américains qui ont reçu de l'aide solidaire de Cuba. Et il y a tous les drapeaux latino-américains. Cuba a aidé tous les pays latino-américains à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre. Donc c'est un modèle de solidarité, c'est un modèle de... il faut se rappeler aussi que, par exemple, Mandela, le premier voyage de Mandela et le premier président qu'il rencontre, c'est Fidel Castro. Et donc il reconnaît tout le travail qu'a fait Cuba dans la libération de l'Afrique du Sud. Cuba, c'est l'Angola aussi. Et le travail, l'aide et la participation à la libération de l'Angola des Cubains. Enfin, vous allez à Cuba et tout le monde a quelqu'un dans sa famille qui a été en Angola, avec la douleur de tous les Cubains qui sont morts en Angola, bien sûr. Hein. Et puis Cuba, c'est aussi 20 000 étudiants, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, 20 000 étudiants africains tous les ans qui étudiaient à Cuba gratuitement pour former des étudiants en médecine, des ingénieurs, etc. C'était des boursiers africains. Pourtant, Cuba, si vous y êtes allés, ils ne roulent pas sur l'or, les Cubains. Enfin, voilà. Et aussi, et dans tous les domaines, je dirais, parce que Cuba, c'est aussi le ICTV, l'École internationale de cinéma et de télévision de La Havane, qui a été fondée par les Cubains et par Gabriel García Márquez, par Fernando Biri, par de grandes figures de la littérature et des arts latino-américains, où des latino-américains ont étudié. Parce que l'idée, c'était que les latino-américains puissent construire leur image et ne soient sujets de leur discours et non pas objets de discours. Et donc, Cuba a formé des
penseurs, des cinéastes latino-américains qui ont pu parler de leur réalité. Donc c'est ce modèle-là et c'est cette solidarité-là, bien sûr, que les États-Unis veulent détruire complètement pour que les gens n'aient plus aucun espoir, c'est sûr. Et puis sur le fait que les sanctions contre Cuba, une petite anecdote, on a un partenaire cubain, elle venait à Bordeaux et elle devait aller, elle est spécialiste des orchidées, elle est biologiste spécialiste des orchidées, et elle devait aller au Mexique invitée à une grande rencontre autour des orchidées, et c'était une fondation suisse qui lui payait le billet d'avion. Elle me dit, Gloria, est-ce que tu peux m'acheter le billet d'avion? Parce qu'elle met très longtemps à acheter le billet d'avion, la Suisse, elle est un peu lente. Et elle me dit, et après, elle te remboursera. Je lui dis, oui, il n'y a pas de problème. Et donc, j'achète le billet d'avion. Et puis, elle dit à la Suisse, eh ben, ça y est, Gloria a acheté le billet d'avion, est-ce que tu peux la rembourser sur mon compte personnel? Et la Suisse a eu la très mauvaise idée de mettre dans la raison du virement qu'elle me faisait d'un compte personnel à compte personnel, elle a mis projet cubain. Eh bien, mon banquier m'appelle, mon conseiller banquier m'appelle, il me dit, Mme Vergès, je ne peux pas faire le virement pour Cuba. Je lui dis, mais je peux pas, vous avez un virement qui arrive de la Suisse, mais il ne pourra pas avoir lieu. Eh bien, parce que simplement, elle avait mis Cuba. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas envoyer d'argent au Venezuela. Si vous avez de la famille au Venezuela, vous ne pouvez pas envoyer d'argent. De façon personnelle, vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui est au Venezuela. C'est impossible. Et si vous envoyez de l'argent à Cuba, il faut faire des déclarations à n'en plus finir. Enfin, voilà. Merci beaucoup à la Fondation Gabriel Péri d'avoir initié cette rencontre d'aujourd'hui. Nous avons été heureux à Espace Marx d'y contribuer et d'y participer. Merci à France Amérique Latine de sa participation. Et Au vent se lève. Et donc j'espère que, et donc évidemment à Maurice, qu'on a essayé de convaincre de participer à nouveau. Mais si, Vincent, je l'ai remercié à Vincent. Mais je veux dire, merci à Maurice, non, parce que je ne veux pas m'éterniser sur lui, mais vraiment, il fait des efforts considérables pour continuer à porter une parole qui éclaire les enjeux en Amérique latine. Il a, je veux même pas, j'ose pas dire son âge que j'ai découvert récemment, mais franchement, ça vaut le coup quand même. Hein. Vous savez, le militantisme, ça conserve, hein, et ça maintient jeune. Donc, Maurice, merci encore, franchement.